Je suis revenu sur les affaires stratégiques après une vie professionnelle un peu agitée dans la décennie 90. La décennie 90, c'est-à-dire le moment où Arbatov, dans la réunion d'Helsinki, dit aux collaborateurs américains, il leur dit « je vais vous faire rendre le pire des services, je vais vous priver d'ennemis ». Et c'est vrai que quand vous êtes dans les affaires stratégiques et qu'il n'y a plus d'ennemis, ça pose un problème. Soit vous êtes dans un secteur d'activité où il faut licencier parce que si vous n'avez plus d'ennemis, vous n'avez plus d'affaires stratégiques, soit au contraire, vous créez de l'ennemi. C'est une autre possibilité, créer de nouveaux produits. Bon, moi, j'ai surtout travaillé là-dessus. C'est-à-dire que dans cette décennie 90, c'est là que sont sortis un certain nombre de conceptions, arrivant d'ailleurs des États-Unis, souvent, avec tout le prestige que peut avoir une production américaine, qui ont structuré une grande partie du débat. Bon, il y a eu la fin de l'histoire, il y a eu le clash des civilisations, je peux vous en citer plein d'autres, si vous voulez, et à chaque fois, ça structurait le débat. Nous, on avait inventé la menace sud, par exemple. La menace sud, ça présentait un avantage énorme, c'est qu'après, pour faire suite à la menace est, si vous voulez, il suffisait à ce moment-là de basculer le système de défense vers le sud en disant, c'est bien, on va arriver à maintenir, si vous voulez, la structure en l'état. Bon, le problème, c'est quand les pays du Sud nous disaient, oui, c'est une bonne idée, on va faire des négociations de désarmement, mais c'est vous qui commencez à désarmer parce que vous êtes plus armés que nous. Ah non, on a dit, non, c'est que vous n'avez pas compris. Non, donc on a laissé tomber la menace sud. Donc, si vous voulez, ce qui m'a amené à cette réflexion, c'est que la production de l'ennemi, à mon avis, n'est pas un concept stratégique. Enfin, on donne à la stratégie une espèce de vertu scientifique à laquelle que je ne lui reconnais pas. C'est une construction idéologique. Alors, je vais essayer de vous en donner quelques démonstrations. D'abord, on fonctionne tous sur le postulat qu'une démocratie, c'est pacifiste par nature. C'est pas vrai. Si une démocratie était pacifiste par nature, la France et la Grande-Bretagne n'auraient pas colonisé la moitié de la planète, les Américains n'auraient pas envahi l'Irak et Israël n'occuperait pas les territoires occupés, ne continuerait pas à coloniser les territoires occupés. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je ne me suis pas intéressé aux dictatures, parce qu'une dictature, c'est trop simple. Le chef se lève un matin, il dit on va faire la guerre au Koweït, et autour de lui, il a une cour qui lui dit oui, si, c'est une bonne idée, chef, quelle bonne idée, chef, quel dommage qu'on n'y ait pas pensé plus tôt, mais vous avez raison, chef, etc. Bon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'une guerre dans une démocratie, c'est une guerre démocratique. C'est-à-dire qu'il faut convaincre. Et c'est cette structure-là, c'est ce processus sociologique que les Américains appellent les strategists, c'est-à-dire cet ensemble de structures publiques et privées qui vont produire un discours stratégique définissant un ennemi particulier. Alors, pour rester sur les banalités, évidemment, la guerre, c'est l'inversion totale des valeurs, puisque c'est le moment où on vous oblige à tuer, alors qu'en temps normal, on vous interdit de le faire, et que si vous refusez de tuer, c'est vos propres compatriotes qui vous tuent, puisque là, vous êtes considérés comme déserteurs. Donc, il vaut mieux être convaincu quand on part faire la guerre, c'est encore une fois le but de mon bouquin. Donc, une guerre dans une démocratie doit être démocratique. Ça, c'est le point important. Alors, autre remarque, encore une fois, remarque de bon sens, les guerres des autres paraissent toujours stupides. Quand vous expliquez la guerre du football en Amérique centrale, quand vous expliquez la guerre entre le Pérou et la Bolivie en 1997, vous dites mais qu'est-ce qu'ils ont à se battre sur des trucs aussi futiles que ça. Bon. Mais par contre, nos guerres à nous sont rationnelles, évidemment, parce que nous sommes des gens intelligents et qu'en plus l'autre est un mal, évidemment, dont tout le monde est convaincu qu'on ne peut avoir de rapport avec lui que violent. Bon. Alors, continuons dans les banalités. Si vous lisez un annuaire français qui s'appelle Monde Rebelle, qui est un ouvrage absolument fondamental, qui fait le recensement de tous les lieux de crise, qu'ils soient sécession, régionalistes, mouvements d'opposition, séquelles de guérilla, enfin bref, tout ce que vous voulez, il y a environ 400 à 450 crises à la surface de la planète. Mais quand vous lisez les ouvrages sérieux, c'est-à-dire ceux que j'ai produits moi-même, quand j'étais dans les structures, je veux dire, attention, j'ai deux vies, vous en avez en général une sélection d'une quarantaine. Or, vous dites, mais pourquoi? Qui fait ce choix entre les 40 ou les 30, ce que les Américains appellent les ongoing conflicts, c'est-à-dire les conflits importants qui sont en cours? Donc ce choix, il est bien idéologique, parce qu'on va vous expliquer qu'en Syrie, c'est grave ce qui se passe, mais par contre, la crise du Congo, dans laquelle il y a eu seulement 3 millions de morts, 13 000 enfants enlevés pour en faire des esclaves sexuels, des porteurs ou des enfants soldats, c'est moins grave. Donc il y a bien quelques personnes qui contribuent à vous dire ça, c'est important, ça ne l'est pas. Alors, dernière remarque, et là c'est une question que vous avez posée, faut-il un ennemi pour exister? Moi j'ai tendance à penser que non, mais j'essaierai de vous expliquer pourquoi. Alors, ça je vous l'ai dit, je suis en train de revenir en arrière, alors si je commence comme ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, oui, dernière remarque sur la préparation intellectuelle, si vous voulez, tout le monde connaît le complexe militaro-industriel depuis le discours d'Eisenhower, mais effectivement, tout le monde ne connaît pas le complexe militaro-intellectuel, parce que c'est celui-là sur lequel j'ai travaillé. Et encore une fois, celui-là, il a ses logiques propres, et j'essaierai de la démontrer, comment il fonctionne, avec les typologies d'ennemis que j'ai essayé de dresser. Donc cette catégorie des stratégistes, c'est donc cette couche publique dans laquelle vous avez
le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Défense, les services de renseignement, les services de police, etc., les think tanks publics. Et puis vous avez une couche privée qui sont des fondations privées, des intellectuels, des médias, etc., et qui vont, sur une crise particulière, expliquer là où est le bien, là où est le mal, etc. Ou les ONG aussi qui contribuent. Évidemment, tout ce discours est important parce que ça va formater un appareil militaire derrière. Hein. C'est-à-dire, si vous arrivez à identifier un ennemi, c'est sûr que vous avez plus de moyens budgétaires que si vous n'arrivez pas à en identifier un. Et dernière remarque, encore une fois, est une remarque d'historien, c'est-à-dire que les faiseurs d'opinion, ceux qui contribuent dans ces situations de crise, par exemple dans les situations de guerre, ne sont pas les gens les plus intelligents ou les plus lucides, ce sont ceux qui sont les plus lus. Déroulède était plus lu avant-guerre que Jaurès. Et donc, si vous voulez, c'est évident que pour convaincre, encore une fois, ou si vous voulez, aujourd'hui, Bernard-Henri Lévy est plus lu que Régis Debray, parce qu'effectivement, enfin en tout cas avant la guerre en Libye, et donc c'est un moment où, si vous voulez, celui qui convainc l'opinion n'est pas obligatoirement celui qui a la vision la plus intelligente, ce qui est en général la sélection que fait l'historien a posteriori en disant, regardez comme cet homme était intelligent en son temps. Mais ce n'est pas celui-là qui a transformé l'opinion. Alors, à mon sens, la fabrication d'ennemis, donc c'est un processus sociologique, donc il faut des marqueurs, une idéologie et quelque chose qu'on va qualifier comme une menace. Je vais ensuite essayer de vous dresser une typologie rapide des ennemis. Et troisième chose, essayer de vous montrer comment on a déconstruit l'ennemi dans un certain nombre de cas. Le cas le plus intéressant, à mon avis, dans la deuxième moitié du XXe siècle, étant le traité de l'Élysée, c'est-à-dire la déconstruction de l'ennemi franco-allemand. Et c'est celui sur lequel, à mon avis, on ne s'est pas assez penché en termes de réflexion stratégique. Alors, je n'ai pas le temps de vous montrer des vidéos, mais il y en avait certaines que, si vous voulez, à la fin, j'essaierai de vous les passer. La première chose, c'est la fabrication de l'ennemi, c'est qu'il faut que l'ennemi soit cruel, inhumain, méchant. Sinon, ça ne marche pas. Si vous avez un ennemi que vous considérez comme humain, vous ne pouvez pas lui faire la guerre. Parce que la guerre, n'oubliez pas que c'est le moment où vous considérez que politiquement, vous n'avez plus les moyens d'une discussion avec lui. C'est-à-dire que seule la violence est légitime pour finalement le réduire. Alors, bon, quand vous avez Ahmadinejad, vous avez le profil type du méchant, puisque le type sorti des classes populaires, qui résiste à tout le monde, qui en plus imaginait de construire une route entre l'endroit où le Messie devait arriver et la capitale, parce qu'il fallait que les Iraniens puissent aller rapidement dans l'endroit où le Messie allait atterrir. Vous avez toute la typologie du type que vous avez considéré comme obtus, cruel, enfin tout ce que vous voulez. Donc vous avez ici une décapitation, mais on ne vous dit pas où. Donc c'est là que c'est important, parce que si vous dites c'est en Iran, vous allez dire oh là là, c'est pas bien, mais si vous dites c'est en Arabie Saoudite, on dit mais ça c'est pas pareil, c'est une coutume locale. Là, en bas, vous avez effectivement le cas, si vous voulez, de la construction d'un ennemie, mais cette fois à l'envers, c'est-à-dire Abu Ghraib, dans lequel l'humiliation ressentie par l'ensemble des pays de culture musulmane, c'est l'indécence qu'on a voulu imposer à des prisonniers, puisqu'on les a mis à nu devant une femme soldat. Donc, si vous voulez, c'était la forme de l'humiliation qui révoltait l'ensemble des pays de culture musulmane, parce que la décence est une valeur positive dans le monde musulman. Bon, évidemment, là, du côté américain, c'est l'attentat du 11 septembre. Et effectivement, c'est la première fois que les Américains connaissent la guerre sur leur territoire, ce qui est extrêmement important. Parce que jusque-là, si vous voulez, les anciens combattants de la guerre de sécession étant tous morts aujourd'hui, les Américains ne savent pas ce que c'est que la guerre. Ils l'ont toujours vécu médiatisé. Et je vais vous en citer des exemples. Alors ensuite, vous avez le tyran. Le tyran, c'est une catégorie hybride, parce que c'est gênant. S'il est riche, de temps en temps, c'est un tyran, de temps en temps, il est riche. Donc là, je vous ai mis Saddam Hussein parce que c'est important. Là, vous avez en gros Rumsfeld qui a contribué aux armes chimiques irakiennes qui ont été utilisées contre les Kurdes, puisque ce sont les Allemands et les Américains qui ont fourni les précurseurs des armes chimiques. Et puis, là, vous avez Saddam avec son fils, parce qu'en général, un tyran crée une dynastie. Le fils étant en général pire que le père. Et puis là, vous avez évidemment le tyran qui est celui qui va être le combattant lui-même. Et là, il n'est pas dans une tenue militaire, il est dans une tenue du parti basse. Tout au-dessus, c'est le drame shakespearien, c'est-à-dire le moment où il a éliminé dans sa propre famille. Alors, encore une fois, ce cas de Saddam Hussein est important parce que pendant toute la guerre Iran-Irak, il avait de l'argent. Donc, ce n'était pas un tyran. Ou alors, vous pouvez prendre Kadhafi avant et après. Si vous voulez, Kadhafi, il allait nous acheter des Rafales. Heureusement qu'on ne les lui a pas vendus, d'ailleurs. Et donc, il était un tyran riche. Puis ensuite, il est devenu un tyran méchant, donc on a pu lui faire la guerre. Deuxième remarque, la guerre est une violence légitime. C'est-à-dire qu'on va, encore une fois, utiliser la violence. Alors, il y a quelque chose qu'on a tous vécu et que je trouve fascinant, c'est le problème du western. Parce que le western a créé des héros positifs qui sont les génocideurs, les cow-boys, et des héros négatifs, ou en tout cas des victimes, qui sont les victimes du génocide indien, par exemple. Et dans les westerns, ils étaient par nature les méchants. Bon. Or, on a tous marché dans cette structure-là. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre les années 70 pour que des premiers westerns commencent à parler autrement des Indiens. Le gouvernement américain a signé environ 400 traités avec les Indiens, dont il n'a jamais respecté la moindre ligne.
Et c'est étrange, parce que quand j'ai été chercher des manuels aux États-Unis pour savoir comment était enseignée l'histoire, je n'ai pas trouvé de manuel. Alors là, vous avez une autre version de la guerre aussi, de la violence légitime, c'est Rambo. Pourquoi je cite cet exemple? Parce que pour le cours à Sciences Po, justement, j'ai acheté Rambo 2. Rambo 2, il retourne au Vietnam pour libérer les pilotes que, évidemment, ces salauds de Vietnamiens n'ont pas libérés. Alors, il y va en disant, cette fois, on y va pour gagner. Argument important de l'extrême droite, vous savez, si on a perdu, c'est la faute de ces bureaucrates et de ces salauds de politiciens. Et pendant le film, il tue 72 personnes. Je les ai comptées. Bon, d'abord, c'est une représentation scandaleuse de la guerre, vraiment odieuse, parce que la guerre, c'est pas ça. Et ensuite, évidemment, alors il les tue avec la mitrailleuse 12-7, avec l'arme anti-char, avec l'arc, enfin, il a toute la gamme possible, toujours torse nu, d'ailleurs, vous avez remarqué. Et ensuite, il va effectivement se couper un peu la main, parce qu'il faut que l'héroïne le soigne. Mais comme l'héroïne est une Eurasienne, il faut qu'elle meure avant la fin, parce que le super-héros ne peut pas rentrer aux États-Unis avec une femme. Sinon, c'est lui plomber le reste de la série, qui va poursuivre en Rambo 6, 7, 8, 9 ou 10. Ça ne peut se représenter que dans un pays qui n'a jamais connu la guerre. Imaginez qu'on fasse un film comme ça en France, où un ancien combattant d'Algérie reparte en Algérie, et dans un film tue 72 Algériens. Vous imaginez le scandale politique que ça ferait? J'arrête là. Dernière chose, la structure intellectuelle, c'est-à-dire les médias et les intellectuels. Alors ici, par exemple, vous avez la couverture du Sun, le groupe Fox News, qui a largement pesé pour la guerre en Irak. Quand Chirac s'y est opposé, ils ont fait cette couverture odieuse dans laquelle ils expliquent que Chirac est un ver de terre. Bon. De l'autre côté, vous avez une carte utilisée par la Fox TV, dans laquelle vous remarquerez où est située l'Égypte. S'il y en a qui ne reconnaissent pas, c'est grave. Hein, je veux dire, là, il y a une interrogation et de surprise. Hein. Bon. Mais je veux dire, à la limite, ça n'avait aucune importance. L'important, c'était de montrer que de toute façon, ce pays était peuplé de métèques, qui étaient tous méchants, et que de toute façon, si on se trompait de pays, c'était pas trop grave. Bon. Dernière chose, la guerre, encore une fois, c'est de représenter l'autre comme une menace. Alors, si je vous prends l'exemple chinois, les Chinois, c'est les fourmis, regardez, c'est la masse, regardez, les militaires chinois, ils défilent tous en rang serré, et donc, c'est une masse préoccupante. On a inventé le concept extraordinaire du péril jaune. Le péril jaune, c'est un concept inventé par Guillaume II, l'empereur d'Allemagne, parce que l'Allemagne avait du retard à l'allumage dans la colonisation. Or, la seule morceau que les Anglais et les Français n'avaient laissé de côté, c'était une partie de l'Afrique et surtout la Chine. Donc, il s'est dit, le péril jaune, regardez, la Chine, il faut absolument la canaliser parce qu'ils vont un jour ou l'autre déborder la vieille utilisation de la démographie, si vous voulez, pour construire de l'ennemi. Bon, à l'époque, les Chinois n'avaient 400 millions d'habitants. Mais enfin, c'est pas grave, on annonçait déjà qu'ils allaient déborder. Et donc, il convainc, ou en tout cas, il y a ce partage de la Chine qui va se faire sous la forme des concessions. Et puis, alors, ensuite, il y a la montée il y a Tsushima. Tsushima, c'est la victoire des jaunes sur les blancs. C'est les Japonais qui battent les Russes. Là, on commence à se dire peut-être que les périls jaunes, c'est pas les Chinois, c'est les Japonais. Mais on se dit, mais en même temps, il y a deux explications. On dit, ouais, mais les Japonais, finalement, c'est presque des blancs. Bon, donc alors là, c'est pas grave. Et puis ensuite, il y a Pearl Harbor. Alors Pearl Harbor, ça prouve que le péril jaune, c'est effectivement les Japonais, c'est pas les Chinois, on s'est trompé. Puis ensuite, il y a 49, la victoire des Chinois. Non, le péril jaune, c'est les Chinois. Puis en plus, ils avaient augmenté de population en plus. Alors donc, ça ne rendait que plus crédible la menace. Et puis ensuite, vous avez la puissance économique japonaise, donc ça redevient à nouveau la menace. Ça redevient à nouveau la menace japonaise. Puis ensuite, vous avez maintenant le décollage économique de la Chine. Donc à chaque fois qu'il y a une crise financière, vous avez toujours la main de la Chine quelque part. Même la crise de 2007 qui a explosé à Wall Street était évidemment parce que le yuan spéculait. Bon. Donc si vous avez besoin d'un ennemi, ne vous préoccupez pas. On peut toujours vous en fournir un. Du côté de l'Asie, c'est un espèce de monde externe sur lequel on trouvera toujours quelque chose. Je vous ai mis également une photo assez cocasse qui sont les généraux nord-coréens. Là, ici. Les généraux nord-coréens, ils ont tellement de médailles pour des gens qui n'ont plus fait la guerre depuis 1953 que c'en est fascinant puisqu'ils sont obligés de les mettre sur le pantalon pour partir. Et puis là, vous avez l'exemple d'une construction d'un ennemi totalement artificiel qui était le nationalisme arabe, puisque là, vous avez Nasser, qui a été représenté pendant les années 60, dans les années 50, comme le véritable ennemi de l'Occident. Et avec qui est-ce qu'on s'est allié pour lutter contre Nasser? Je vous le laisse en mille. L'Arabie Saoudite, grande démocratie locale. D'autre part, évidemment, la menace peut être totalement inventée. Je vous ai mis une citation de Margaret Thatcher parlant de Nelson Mandela, qu'elle qualifiait de terroriste, évidemment, parce qu'il avait légitimé la violence de l'ANC. Bon, la suite de l'histoire, apparemment, ne lui a pas donné raison. Vous avez le montage anglais expliquant que Saddam Hussein disposait de missiles qui pouvaient être déclenchés dans les 45 minutes.
en général, le temps de déclenchement d'un missile est un peu plus long que ça. Mais il avait visiblement une technologie qui était supérieure à la nôtre. Et puis, vous avez cette extraordinaire démonstration de Colin Powell avec les petits flacons, expliquant qu'il avait la preuve que les Irakiens avaient des armes de destruction massive. Je me suis toujours demandé d'ailleurs ce qu'il y avait dans ces flacons, parce que s'il en laisse tomber un par terre, c'est toute l'Assemblée générale de l'ONU qui disparaît. Mais enfin, visiblement, heureusement, l'incident ne s'est pas passé. Autre exemple de construction de l'ennemi, c'est évidemment le clash des civilisations, c'est-à-dire une explication où effectivement le monde arabo-musulman est présenté comme naturellement agressif, nous comme naturellement pacifique, d'ailleurs c'est bien de notre faute, les Irakiens nous ont provoqué, c'est de leur faute. Et puis avec des ensembles qui sont extraordinairement, des agrégats absolument extraordinaires, mais c'est un argumentaire, c'est un bouquin très bien construit, hein, le bouquin de Huntington, je ne le prends pas comme quelque chose de méprisable, au contraire, c'est un très très bon livre, mais évidemment toute l'idéologie est suffisamment simplifiée pour qu'elle soit parfaitement convaincante. Bon, le péril jaune, je vous en ai parlé. J'ai mis volontairement le secret de l'Espadon parce que là, cette fois-ci, on avait du mal, c'était ni les Japonais ni les Chinois, c'était les Tibétains. Donc les Tibétains devaient conquérir le monde. Puis vous avez remarqué qu'ils sont jaunes comme des citrons, les Tibétains. Il n'y a pas d'hésitation possible, c'était vraiment le péril jaune. Alors, prenons rapidement la typologie des ennemis, parce que ce qui m'a intéressé, c'est d'embrasser, si vous voulez, les 400 et quelques crises dont je vous ai parlé. Alors, le premier, c'est la guerre, évidemment, frontalière, c'est-à-dire l'ennemi proche, c'est celui pour lequel on se bat pour un lopin de terre. Hein, on va vous dire la ligne bleue des Vosges, ou on va vous dire le passage du Rhin, où on va vous expliquer des situations comme celle-là, et donc dans lequel l'imagerie de la propagande est une imagerie dans laquelle les historiens, les géographes et les juristes jouent un rôle particulier. Les historiens pour expliquer les droits historiques, les géographes pour parler de la frontière naturelle, et puis les juristes pour expliquer que depuis la plus haute antiquité, cette terre était française, allemande, germaine, tout ce que vous voulez. Dans ce cas-là, la propagande se déchaîne. Donc vous avez l'image du petit Français débrouillard contre ces idiots d'Allemands, ici à droite. Et là, vous avez une image de propagande où vous avez effectivement l'Allemand qui va violer une femme française. Je ne sais pas pourquoi il garde son casque, d'ailleurs, mais enfin, visiblement, il est dans cette situation où le viol va exister. Donc, à l'époque, c'est une image pour montrer que l'ennemi est par nature un individu qui ne respecte pas les règles de la guerre. Alors, attendez. Alors, un exemple de guerre extraordinaire, ou en tout cas un exemple, si vous voulez, de conflit territorial particulièrement stupide, est celui de la Bolivie et du Chili. À la fin du XIXe siècle, lors de la guerre du Pacifique, la Bolivie se bat contre le Pérou et le Chili additionné et perd son accès à la mer. Donc en fait, ici, voilà, on est juste à la limite, si vous voulez, le Chili est là, voilà, l'océan Pacifique est là. Hein, bon. Et donc le pays est enclavé depuis la fin du XIXe siècle avec un espèce de souvenir de l'accès à la mer qui évidemment est extrêmement important en termes économiques. Donc chaque année, les Boliviens font la fête de la mer qu'ils ne peuvent faire que sur le lac Titicaca puisqu'ils n'ont pas la possibilité d'accéder à la mer. Mais chaque année, c'est un rituel de remémoration de cette défaite ignoble qui les a privés de l'accès à la mer. Quand les Boliviens ont voulu négocier avec les Chiliens donc un accès à la mer, l'accès à la mer traverserait un des déserts les plus insupportables de la planète, qui est le désert d'Atacama. Hein. Bon, c'est pas grave. Les militaires chiliens étant des individus particulièrement obtus, si vous voulez, il était hors de question de céder un morceau du territoire sacré de la patrie. Donc les négociations ont échoué. Donc les Boliviens, en rétorsion, ont adopté un principe constitutionnel qui interdit d'exporter le pétrole et le gaz bolivien vers le Chili. Parce que la Bolivie a du gaz et du pétrole, tandis que le Chili n'en a pas. Et donc les Boliviens sont obligés de construire un pipe qui va passer à travers le Paraguay et l'Argentine, passer en l'océan Atlantique pour faire le tour de la Terre de Feu, pour aller ensuite vers les marchés asiatiques, où sont les véritables marchés pour eux. Et par contre, les Chiliens sont pénalisés parce qu'ils ne peuvent pas acheter de gaz à leurs voisins immédiats. Donc là, vous avez un exemple de guerre stupide, parce qu'effectivement, c'est enfin en tout cas de conflit frontalier qui pourrait se résoudre par la négociation et qui est bloqué par des phraséologies sur la justesse des positions de chacun. Je laisse celle-là de côté. Deuxième caractéristique, c'est la situation qu'on a connue, soit pendant l'époque de la rivalité franco-britannique avec l'impérialisme, soit avec la guerre froide, c'est-à-dire le moment où, si vous voulez, on raisonne à l'échelle de la planète. On n'est pas sur un lopin de terre, on est sur la planète, c'est-à-dire toutes les avancées de l'un sont considérées comme une perte par l'autre. Et évidemment, chacun des deux est représenté comme un poulpe, parce que c'est le seul animal qu'on connaisse avec plusieurs bras, donc il va évidemment symboliser le mieux l'emprise de l'ennemi sur des territoires qui, évidemment, devraient vous revenir. Alors, vous avez l'image du haut, c'est celle de la Grande-Bretagne, celle du bas, c'est les Américains pendant la guerre froide. Vous avez les images de justification de la colonisation, et dans ce cas-là, l'ennemi est celui qu'on occupe, c'est-à-dire c'est celui auquel on apporte la civilisation. Donc ici, vous avez une image de la France bienfaitrice
vous avez les Asiatiques, les Noirs, les Arabes. Donc effectivement, c'est la planète éclairée par les vertus de la République. Et puis, évidemment, le lion britannique, symbole de la puissance et de la noblesse, etc. etc. Je ne m'attarde pas là-dessus, c'est des images connues. Simplement, dans une petite note d'actualité, les rivaux planétaires sont en général ceux qui ont laissé une certaine pagaille derrière eux. Alors ici, vous avez quelque chose qui est actuellement dans l'actualité, qui est le plan Sykes-Picot, c'est-à-dire le moment où, à la fin de la guerre de 14-18, deux diplomates, un français et un anglais, se sont partagés sur une carte les restes de l'Empire ottoman. C'est la raison pour laquelle vous avez des frontières si droites, enfin si rectilignes dans la région, c'est qu'évidemment, c'est beaucoup plus simple de tracer des frontières sur des régions qu'on ne connaît pas avec une règle et un crayon rouge. Et donc, vous avez les zones d'influence qui ont donné naissance ensuite à la Syrie et à l'Irak. Zone d'influence française, effectivement, en bleu. Zone d'influence anglaise, déjà beaucoup plus intéressée par le pétrole que par les populations, etc., etc. Donc là, vous avez un des séquelles qui, aujourd'hui encore, continue à exister, c'est-à-dire la façon dont le plus profond mépris de la connaissance locale, on a découpé des pays. Alors, quand j'entends parler de responsabilité historique des Occidentaux dans la région, ça me fait frémir. Parce que quand il y a eu une révolte irakienne en 1927, les Anglais en ont profité pour déverser les stocks d'armes chimiques qui leur restaient, avec l'appui d'un jeune secrétaire d'État qui s'appelait Winston Churchill, en disant que ça ferait économiser des troupes. Donc, on est dans une situation où, quand vous entendez parler des responsabilités historiques des démocraties dans des régions comme celle-là, faites un petit retour en arrière historique, ça vous permet de relativiser l'importance du propos. Deuxième caractéristique extrêmement importante, c'est la fabrication des héros dans ces grandes rivalités, c'est-à-dire qu'il faut avoir un chef à dimension planétaire. Alors là, je vous ai mis Kennedy parce que j'étais très surpris qu'il y a 2 ans ou 3 ans, quelque chose comme ça, 4 ans, on ait commémoré le 50e anniversaire de Kennedy. En France. Je dis, excusez-moi, je ne comprends pas bien. Ce n'était pas un président exceptionnel, c'est quand même lui qui engage les États-Unis dans le débarquement de la baie des Cochons, et c'est lui qui engage les États-Unis dans la guerre du Vietnam. Mais à partir du moment où vous avez créé une mythologie, si cette mythologie repose sur un individu qui est beau, jeune et assassiné trop tôt, c'est mieux que si vous avez un vieillard qui en plus mort dans son lit après avoir massacré des millions de gens. Donc la fabrication du mythe, si vous voulez, est un élément important parce qu'il faut que chacun des camps se reconnaisse dans une figure tutélaire. Troisième catégorie, l'ennemi intime, c'est-à-dire celui de la guerre civile. Alors là, la guerre civile, elle a des caractéristiques qui sont assez simples. D'abord, c'est une guerre qui ne se déclare pas. Il n'y a pas un moment où on dit c'est la guerre, mobilisez-vous, mettez-vous en uniforme. Ça commence par des massacres, et ça commence par des massacres de voisinage. Deuxième caractéristique, c'est une guerre dans laquelle il n'y a pas de prisonniers, on n'applique pas les conventions de Genève dans la guerre civile, parce qu'aucun des camps n'a de véritable logistique, et donc de toute façon les gens sont massacrés. Le principe, c'est l'assassinat du voisin, c'est-à-dire que tout à coup, l'homme auprès de qui vous avez vécu est considéré comme un ennemi, et si vous ne l'assassinez pas le premier, c'est lui qui risque de vous assassiner. Donc cette espèce de proximité de l'assassinat est quelque chose qui rend, si vous voulez, extrêmement difficile toute la prévision du déroulement de la guerre civile. Ici, j'ai mis des images d'enfants libanais ici. Là, vous avez Sarajevo, le meurtre d'un individu qui était visiblement en train de partir à son travail et qui a été assassiné par un sniper. Ici, vous avez le cas d'un pèlerinage chiite en Irak où, effectivement, la bombe est posée sur un lieu de culte, c'est-à-dire au moment où cette bombe étant posée par d'autres musulmans, évidemment, il ne faut pas parler des Occidentaux tout le temps. Là, vous êtes dans le cas d'une guerre civile intra-irakienne qui est assez horrible. Dernière remarque, les guerres civiles sont celles du viol collectif. C'est avec la Yougoslavie que, pour la première fois, on a pénalisé l'idée du viol. Jusque-là, on s'était considéré comme un dommage collatéral de la guerre. Oui, dernière remarque sur la guerre civile, évidemment, ceux qui veulent négocier sont considérés par des traîtres, comme des traîtres, c'est évident. Hein. Alors, quatrième catégorie ou troisième catégorie, les guerres, ce que j'ai appelé idéocratiques, c'est-à-dire que c'est les grandes guerres soit religieuses, soit... Enfin, des idéologies totalitaires, qu'elles soient religieuses ou laïques, peu importe, elles ont exactement les mêmes caractéristiques. Bon, les caractéristiques, c'est simple. Le petit livre rouge, ça peut être le Coran, ça peut être les textes de Marx, ça peut être ce que vous voulez. Mais c'est le principe. On a enfin la vérité universelle, celle qui va vous expliquer la totalité de votre vie quotidienne. Pendant l'époque de la Révolution culturelle, ils avaient un avantage sur tous les autres, c'est que le petit livre rouge était vraiment petit. Tandis qu'effectivement, si vous baladez avec un Coran, c'est beaucoup plus difficile à manipuler. Donc vous ne pouvez pas faire comme fait Lim Piao derrière Mao Tse-tung, là, c'est-à-dire effectivement de montrer que le chef avait toujours raison. Donc vous avez toujours autour du petit livre une série de miracles. Bon, par exemple, il y avait en Chine, je me souviens d'une époque où des types avaient échappé à un naufrage en brandissant le petit livre rouge qui les avait sauvés. Bon, là, vous l'avez aussi avec le Coran, où vous avez régulièrement
des discussions à n'en plus finir sur la bonne manière d'accéder au paradis, éventuellement en se sacrifiant, vous connaissez la méthode. Mais dans chacun de ces cas, on a toujours une volonté de régimenter toute la vie quotidienne de tous les gens. Bon, par exemple, après l'affaire Monica Lewinsky-Clinton, vous savez, où il s'était fait faire une fellation par une stagiaire, il y a eu un débat sur Al Jazeera pour savoir si la fellation était halal ou pas. Donc ça va très loin, si vous voulez, dans la volonté de régimenter. C'est très important. C'était exactement, je vous dis, comme l'époque de la révolution culturelle en Chine ou comme l'époque des grandes et belles époques du stalinisme, puisque celui qui, par nature, conteste l'idéologie est celui qui va partir le premier, soit emporté dans un massacre, soit éventuellement dans un camp de déportation, soit envoyé directement au paradis par un sacrifice suprême. Donc là, vous avez l'islam dominera le monde, donc ça c'est l'horizon optimal des salafistes. J'ai également mis ici quelque chose qui est très important, qui est des intégristes juifs dans les territoires occupés. C'est-à-dire que quand vous voyez le niveau d'armement et qu'ils se disent menacés par des Palestiniens avec des pierres, on peut comprendre le petit décalage, si vous voulez, de la perception sur ce qu'on appelle le droit à la conquête ou le droit à la colonisation. Quatrième catégorie, c'est la théorie du complot. Alors c'est une théorie qui aujourd'hui a beaucoup de succès, comme vous le savez, mais qui a eu évidemment des poussées de fièvre importantes par le passé, notamment par le massacre des Juifs, puisque l'antisémitisme était effectivement celui qui a été le plus instrumentalisé par toutes les propagandes antisémites. Et le tout dans la plus grande irrationalité. Par exemple, ici, vous avez une image antisémite dans laquelle on explique que le capitalisme et le communisme sont tous les deux été inventés par des Juifs. Ce qui, quand même, en pleine guerre froide, c'était quand même une remarquable démonstration de propagande, puisqu'ils étaient évidemment responsables de tout dans ce cas-là. Bon, à droite, à droite ici, vous avez effectivement une image de l'époque nazie, dans laquelle effectivement on voit que les Juifs manipulent Roosevelt, Churchill et Staline. Quand même une très grande performance. Là, vous avez la version moderne de la théorie du complot, c'est-à-dire les Américains responsables de tout. Alors j'étais une fois dans un colloque avec Olivier Roy, il y a effectivement un type qui pose une question en disant « Monsieur, comment expliquez-vous qu'il n'y avait pas de Juifs dans les attentats du 11 septembre ?» Et Olivier Roy a une phrase qui a été extraordinaire, il a dit « Mais il n'y avait pas de Français non plus, comment vous expliquez ça ?» Et c'est très difficile à démonter la théorie du complot, parce que la théorie du complot est une idéologie fermée. C'est-à-dire si vous contestez le complot, c'est que vous appartenez au complot. Donc c'est extrêmement difficile à contrer. Là, j'ai trouvé sa phrase d'une limpidité, d'une intelligence extraordinaire. Cinquième cas, où je ne sais plus à combien j'en suis, la question de l'occupation, c'est-à-dire le cas dans lequel la force justifie qu'on occupe, et si on occupe, c'est parce que l'autre est un sauvage ou un barbare. Hein. Et dans ce cas-là, on appelle pacification, par exemple. On n'appelle pas guerre. On dit effectivement c'est du maintien de l'ordre. Rappelez-vous, c'est la situation en Algérie. La France n'a pas fait la guerre en Algérie, elle n'a fait que du maintien de l'ordre et de la pacification. Donc les vocables sont très importants, si vous voulez, encore une fois, pour justifier que la violence est bienvenue. Alors là, vous avez un scénario de la guerre d'Algérie. Là, vous avez l'Irlande du Nord, il ne faut quand même pas l'oublier. Là, vous avez des t-shirts en Israël dans lesquels on vous explique que tuer une femme palestinienne enceinte, c'est tuer deux personnes à la fois. Et là, en bas, vous avez la carte dressée par le monde diplomatique où ils ont élargi les routes qui sont développées, les colonies qui sont développées dans la Cisjordanie pour expliquer qu'il est totalement impossible aujourd'hui d'avoir une autorité palestinienne puisque c'est non plus un territoire, mais c'est devenu un archipel. Ils ont volontairement, si vous voulez, élargi les espaces. Donc là, évidemment, chacun est justifié par le fait que soit il a sa mission civilisatrice, colonisation française, soit le territoire lui a été donné par Dieu, et ça, c'est les versions sur le Grand Israël, Jérusalem, la troisième ville de l'islam, etc. Donc là, on va à chaque fois chercher, si vous voulez, un argumentaire avec un fondement qui va être, évidemment, pour le plus grand bienfait des populations occupées. Dernière invention en date, c'est l'unilatéralisme, enfin version 90-2000. C'est la première fois dans l'histoire qu'on fait la guerre à des concepts. Avant, on faisait la guerre à des ennemis, à des territoires, à des pouvoirs. Là, George Bush a fait une grande percée épistémologique puisqu'il a déclaré qu'on faisait la guerre de la prolifération et au terrorisme. Le terrorisme, c'est un moyen d'action, ce n'est pas un objectif. Ils ont eu d'ailleurs beaucoup de mal une fois après avoir déclaré qu'il fallait faire la guerre globale avec le terrorisme, puisqu'il a fallu établir une liste. Je crois qu'il y avait 243 associations ou groupements considérés comme terroristes dans la première liste publiée par le département d'État. Et puis, évidemment, la prolifération, c'est pareil. Il y a les bons proliférants et les mauvais proliférants. C'est-à-dire on a négocié avec l'Iran pour leur dire qu'ils n'avaient pas droit à la bombe, mais on n'a jamais proposé que le Moyen-Orient soit une zone dénucléarisée, parce que ça aurait touché à l'arme nucléaire d'Israël. Alors,
là, dans l'unilatéralisme, j'aime beaucoup effectivement le recensement qui a été fait des différents ennemis, puisqu'il fallait montrer que les États-Unis de l'époque conservatrice, de l'époque républicaine, avaient une fonction réglementaire, si vous voulez, sur l'ensemble de la planète. Bon, le problème, c'est quand ils ont résumé toutes les figures d'ennemis, si vous voulez, sur une même affiche, ils ont glissé il y a un jeu des 7 erreurs, si vous voulez, dans le truc. Et effectivement, il y en a un qui est malvenu, c'est le Dalai Lama. Je ne sais pas pourquoi il s'est glissé par hasard dans le truc. Mais sinon, vous avez tous les autres, quoi. Vous avez Poutine, vous avez Ahmadinejad, vous avez Kim Jong-il, vous avez Ben Laden, Assad, etc. etc. Bon. Donc, si vous voulez, je pense qu'après ça, ils ont dû retirer le Dalai Lama. Alors, j'ai mis également à droite une carte qui me paraît intéressante parce que vous vous souvenez ce fantastique tour de passe-passe après le 11 septembre, c'est-à-dire qu'il y a 15 Saoudiens sur 19 terroristes dans les avions du 11 septembre. Et au mois de janvier, George Bush fait le discours sur l'état de l'Union dans lequel il dit l'axe du mal, c'est pas l'Arabie Saoudite, c'est l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord. Or, là, vous avez une carte, si vous voulez, d'origine iranienne, dans laquelle on expliquait, si vous voulez, de leur propre sécurité, c'est-à-dire, eux, ils s'estiment encerclés. Or, l'encerclement, c'est toujours un principe, si vous voulez, qui justifie le militarisme, l'équipement de défense, etc. Mais sur cette carte, il représente effectivement les bases américaines qui encerclent l'Irak, qui encerclent l'Iran, pardon, puisqu'on était exactement dans la période où les Américains déclenchent la guerre contre l'Irak. Voilà. Donc, encore une fois, la perception de la menace est quelque chose dans lequel vous pouvez avoir un argumentaire et le contre-argumentaire. Hein. Enfin, il y a l'ennemi médiatique, c'est-à-dire, c'est la dernière catégorie. Nous ne sommes plus dans une situation où il y a un ennemi de la taille de l'URSS avec l'armée rouge, qui était celle qui a structuré notre vie pendant toute l'époque de la guerre froide. On est dans un moment où, si vous voulez, on a une liberté de choix des crises qui est beaucoup plus importante qu'elle n'a jamais été. Et encore une fois, c'est là qu'on va se dire pourquoi la Syrie plutôt que le Congo. Et je pense qu'il y a 3 catégories qui aujourd'hui déterminent le politique à choisir telle crise plutôt que telle autre, qui sont... Bon, évidemment, tout doit passer par les médias, mais ça, je vous expliquerai les règles, comment faire passer une crise dans les médias. Les médias sont celles qui vont faire apparaître à la surface du globe une crise qui a avec ses caractéristiques. Donc, quelques remarques. Pour qu'une crise soit médiatique, il faut un leader médiatique. Il vaut mieux quelqu'un qui se reconnaisse bien. Donc, le Dalai Lama, c'est bien parce que lui, il a une bonne tête, il a une tenue qui permet de le reconnaître immédiatement. Yasser Arafat, ça allait aussi. Mais dès que vous êtes, par exemple, chez les Ouïghours, vous manquez de leader. Il y avait d'ailleurs une leader ouïghour qui avait dit « il nous faudrait un Dalai Lama ». Deuxième chose, il vous faut évidemment des combattants qui soient identifiables. Donc vous voyez que le kéfier palestinien est devenu un argument de mode. Bon, la robe bouddhiste, ce n'est pas encore le cas, mais enfin ça peut le devenir. Mais enfin, on est dans des situations, encore une fois, il faut obéir à des critères médiatiques. Troisième caractéristique, pas d'image, pas de crise. Si vous n'arrivez pas à obtenir des images, n'oubliez pas qu'on est dans l'époque du média télévisé, donc s'il n'y a pas de médias, votre crise n'existe pas. Quatrième catégorie, ne jamais annoncer une crise pendant les Jeux Olympiques ou pendant la Coupe du Monde de football parce que les médias sont saturés. Un journal télévisé, ça contient en général deux crises, ça ne peut pas faire plus. Donc vous voyez que la compétition est largement ouverte. Donc alors, comment se détermine ce choix de ces crises, celles qu'on va faire tout à coup, qu'elles sont de nature à mobiliser le politique? À mon avis, 3 choses importantes. Les intellectuels médiatiques, c'est-à-dire ceux qui vont dire, dans cette crise-là se jouent nos valeurs. Alors vous en avez un qui est très célèbre chez nous, qui est BHL, qui est celui qui va dire « nous sommes tous des Ukrainiens ». Bon, il ne dit pas s'il est ukrainien russophone ou ukrainophone, mais ce n'est pas grave, il dit « nous sommes tous des Ukrainiens ». Donc il faut faire quelque chose. Donc il ne connaît pas la crise, mais ce n'est pas grave, il va peser de son poids pour expliquer qu'il faut absolument faire quelque chose. Vous en avez un autre que j'adore aussi, qui est Alexandre Adler. Alexandre Adler, il a un truc formidable, lui, c'est qu'il cite les services de renseignement. Donc il dit dans cette région du monde où les services pakistanais sont très actifs, vous êtes sûr qu'il n'y a pas un type qui va se lever en disant « excusez-moi, je suis le porte-parole des services de renseignement pakistanais, vous racontez n'importe quoi ». Donc ça donne un sentiment de scientificité à ce qu'il écrit, et évidemment avec le sentiment d'être sûr de n'être jamais critiqué. Moi, je l'ai vu inventer des trucs, hein, Adler, quand il est en difficulté, c'est pas un problème. Ensuite, il vous faut donc des bons et des méchants, et puis il vous faut des relais d'opinion. Alors j'aime beaucoup le cas du Dalai Lama, parce que le Dalai Lama, comme vous le savez, c'est le 13e dieu vivant sur Terre. Or, il a été fait citoyen d'honneur de la ville de Paris, capitale du pays de la laïcité. Je n'ai pas compris comment s'était passé le truc, mais vous savez, je ne sais pas si vous savez comment est élu le 13e dieu vivant sur Terre, mais en gros, c'est l'ordre des lamas à bonnet jaune qui choisit un enfant dans une famille aléatoire, qui ensuite est confié à l'ordre des lamas à bonnet blanc, et il va être considéré comme le 13e dieu vivant sur Terre, donc bientôt ça va être le 14e. Et donc, quand on pense qu'on a fait citoyen d'honneur, nous qui nous battons pour la laïcité, un type qui se prétend 13e dieu vivant sur Terre, j'ai quelques mal. Mais probablement parce que je suis mauvais esprit. Alors, dans les catégories qui font l'opinion, l'ennemi médiatique, celui-là, j'ai commencé à en parler.
Les humanitaires, très important. Je connais les victimes, donc je vais vous désigner les bourreaux. Et puis, il y a les diasporas, c'est-à-dire celles qui ont vécu un drame identitaire, si vous voulez, et qui vont ensuite peser dans la décision de politique extérieure pour dire il faut absolument, nous sommes un élément de une composante de l'identité nationale, et donc nous devons faire voter une loi contre le génocide arménien, considérant que les Turcs ne peuvent pas, comment dire, que le génocide doit être considéré comme pénalisable dans le droit français. Alors là, je vous ai mis Bernard-Henri Lévy, parce qu'évidemment, c'est celui sur lequel on est tous d'accord. Il est là, photographié à Sarajevo. Photo de gauche, il est effectivement abrité derrière un mur, donc il est théoriquement dans l'axe d'un sniper. Et quand on voit la photo dans sa totalité, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui passent derrière, qui vont faire leur course. Donc, si vous voulez, ça, c'est le montage qui fait que l'intellectuel est devenu un homme de terrain, un homme qui va se balader en battle dress. Les lobbies communautaires, c'est évidemment le fait qu'on va soutenir un pays, quelle que soit sa prise de position. Donc les Américains considèrent qu'il y a 3 lobbies qui sont importants dans la politique extérieure américaine. C'est le lobby pro-israélien, le lobby pro-cubain et le lobby arménien. Alors, j'en termine là-dessus. Déconstruire l'ennemi. Pour moi, c'est un acte politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est parfaitement possible, quand on a des hommes d'État de stature internationale, de déconstruire un ennemi. C'est ce qu'on avait vu c'est ce qu'on a évidemment vécu, nous, avec Adenauer et De Gaulle. C'est ce que les Allemands et les Polonais ont vécu avec Willy Brandt. C'est ce que les Israéliens et les Palestiniens ont vécu avec Rabin et Arafat, dont je vous rappelle que Rabin a été assassiné par un intégriste juif, c'est-à-dire que la poussée religieuse, elle existe aujourd'hui dans tous les grands monothéismes. Bon. Cela dit, pour en terminer rapidement, il y a des processus de sortie de crise qu'on a beaucoup développés dans ces 10 à 15 dernières années qui sont absolument essentiels à mesurer. L'acte politique le plus important, à mon sens, ça a été la commission Vérité et Réconciliation qui s'est passée en Afrique du Sud. Parce que l'Afrique du Sud sortait d'une guerre civile dans laquelle un leader qui est un type formidable qui s'appelait Mandela, celui que Margaret Thatcher qualifiait de terroriste, il va dire « Votre inhumanité est la même que la mienne. C'est-à-dire nous avons commis autant d'erreurs, autant d'inhumanité que vous. Et donc, la seule manière de continuer à vivre ensemble, c'est que chacun avoue ce qu'il a fait. » Et donc la commission Vérité et Réconciliation est une formidable avancée, si vous voulez, sur le plan intellectuel, parce qu'il considère que, d'abord, elle est présidée par des gens qui sont des personnalités incontestables, et la condition de l'amnistie, c'est que chacun avoue les crimes qu'il a commis devant les familles des victimes. Donc vous imaginez le caractère insupportable de cette manifestation. Mais ça a été la condition de la création de ce qu'ils appellent l'État arc-en-ciel, c'est-à-dire de cette nation qui va effectivement permettre de vivre côte à côte des gens qui ont des responsabilités lourdes. Ça ne règle aucun des problèmes sociaux, mais ça règle en tout cas les problèmes de la vengeance, si vous voulez, du souvenir des massacres. Dans le cas du Rwanda, la mécanique a été très différente, puisque là, ça a été un massacre de masse. C'est-à-dire que le massacre, c'est un massacre à la machette, c'est-à-dire que c'était le massacre du voisin. Et donc là, il n'était pas question de juger les responsables, comme ça s'est fait par exemple à Nuremberg ou à Tokyo. Il fallait que chacun fasse son espèce d'exorcisme, si vous voulez, social dans les villages. Dans les guerres civiles, évidemment, ou en tout cas dans les périodes de dictature militaire, la disparition de l'ennemi a été un processus compliqué, parce qu'il y avait toujours le choix entre la justice. D'abord, pour rétablir la démocratie, il fallait négocier avec les militaires. Et négocier avec les militaires, ça voulait dire amnistier. Or, l'amnistie sans la justice, ça laisse des traces. Bon. Il y en a d'autres, comme l'Algérie, qui ont décidé de faire l'oubli. C'est-à-dire, on fait l'amnistie et l'oubli. Mais en même temps, les assassins et les victimes vivent parfois côte à côte. Et donc, on a toujours choisi des formules, si vous voulez, celle de la vérité et réconciliation, encore une fois, elle a choisi l'aveu sans la réforme sociale. Et donc, on est toujours dans des processus qui sont très compliqués parce qu'on n'arrive pas véritablement à résoudre la situation. Mais vous comprenez qu'on est parfois dans des situations, et je terminerai là-dessus, qui sont un peu cocasses. Le juge Garzón, espagnol, va poursuivre Pinochet parce que des citoyens espagnols ont été massacrés par les militaires chiliens. Mais en même temps, Pinochet, comme condition de la remise en place de la démocratie, obtient l'amnistie et même il est nommé sénateur à vie. Donc ça voulait dire qu'au regard de la loi chilienne, on ne pouvait pas le poursuivre. Au regard de la loi espagnole, on pouvait le poursuivre, mais le juge Garzón était lui-même le représentant d'une démocratie espagnole qui n'avait pu s'établir que parce qu'on avait pardonné les crimes franquistes. Bon, j'arrête là-dessus. Il reste enfin la justice pénale internationale, qui évidemment est une justice création nouvelle qui est extrêmement importante, mais parce que ce n'est pas le vainqueur qui juge le vaincu, c'est la communauté internationale qui juge les abus de droit commis par certains dans les conflits. Donc vous avez effectivement Milosevic,
Charles Taylor, Lon Nol, enfin c'est pas Lon Nol, ça doit être Dieu sans fan. Mais vous avez des trous énormes. C'est que finalement, toutes les grandes puissances n'ont pas adhéré à la Cour pénale internationale. Donc George Bush va finir tranquillement à faire des conférences sur la paix jusqu'à sa mort. Et que vous avez notamment le problème du développement des sociétés militaires privées, qui sont aujourd'hui non plus des acteurs étatiques, mais qui sont des acteurs privés, et qui peuvent bénéficier de, de formules d'extradition ou d'exterritorialité. Là, je vous ai mis des combattants de Blackwater, qui étaient ces sociétés privées qui ont été mobilisées en Irak. Je vous rappelle qu'il y avait autant de membres de sociétés militaires privées en Irak que de combattants en uniforme, et qu'ils devaient être chargés d'accompagner les convois. Bon, or, quand vous accompagnez un convoi, notamment quand c'est des personnalités, le premier principe antiterroriste, c'est de circuler à grande vitesse et surtout ne jamais s'arrêter. Or là, ils sont tombés sur un mariage qui était en cours, et donc, comme vous savez, souvent, les gens tiraient en l'air, et quand ils ont tiré en l'air, les types de Blackwater ont pensé que c'était un attentat, donc ils ont tiré dans le tas, ils ont tué 17 personnes. Alors, comme ils étaient couverts par la Convention d'exterritorialité qui couvre les soldats américains, ils ont été exfiltrés vers les États-Unis, où un juge américain a décidé qu'on ne leur avait pas lu leurs droits quand on les avait arrêtés. Vous savez, le truc, vous avez le droit de garder le silence et tout ça. Et donc, il a considéré que la procédure n'était pas valide, et donc ils ont été libérés.